est dans une société, malheureusement, où on est toujours encouragé à être le numéro un. Il ne faut pas essayer d'être meilleur que l'autre, il faut essayer d'être différent de l'autre. Il faut essayer de trouver sa couleur, trouver son unicité. Artiste multidisciplinaire, Robert Lepage a conquis les scènes du monde entier avec des spectacles d'envergure insolite et remplis d'images fortes. Ce style unique est le fruit d'un processus créatif particulier qui casse les codes de répétition et continue une fois le rideau levé. Son atypique, sortir du cadre. Quand je suis sorti du Conservatoire d'art dramatique de Québec, moi, je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais pas de casting de rien, j'avais pas le rôle de l'emploi pour rien, vraiment. J'ai accepté très vite, là, j'étais pas malheureux de ça, mais j'ai compris très jeune qu'il fallait que j'invente mes propres spectacles, que j'écrive mes propres rôles. Quand j'étais à l'école de théâtre, c'est que les professeurs me reprochaient d'être intéressé par trop de choses, c'est-à-dire que je me concentrais pas assez sur mon métier de comédien, c'est-à-dire je m'intéressais, j'allais dans le département scénographie, j'allais voir comment les gens développaient des concepts scénographiques, je faisais de la régie, je m'occupais de l'éclairage, j'apprenais à faire du son, etc., etc. Ce qui fait que je suis sorti du conservatoire quand même assez armé. Je me suis toujours dit, bon, il faut que je trouve mon unicité, il faut que je trouve, moi, c'est quoi qui fait... Qu'est-ce que j'ai à dire, comment je veux le dire, puis je vais faire une affaire que j'aime et qui me ressemble. Il faut pas essayer d'être meilleur que l'autre, il faut essayer d'être différent de l'autre. Il faut essayer de trouver sa couleur, trouver son unicité. Et on est dans une société, malheureusement, où on est toujours encouragé à être le numéro un. Alors, on est soit numéro 1 ou soit numéro 0. Fait que ça laisse pas beaucoup de place entre le 0 et le 1. Moi, je dis, il faut pas essayer d'être numéro 1, il faut essayer d'être unique. Et ça, c'est très différent. Alors, quand tu es unique, t'es ni zéro, t'es ni un, t'es toi-même. Et ce que tu proposes, ce que tu as à vendre, ce que tu essaies de communiquer est original nécessairement. C'est que j'ai vu ça une fois dans une revue. Bon, alors, il y a 9 points. Il faut tracer 4 lignes ininterrompues et de réussir à couvrir les 9 points. Bon, ça c'était ça le défi. Alors, la chose naturelle que les gens font, c'est qu'ils partent du coin gauche souvent, puis ils font jusqu'au coin droit, puis ils descendent, ils font ça, puis finalement, tu fais tes 4, mais évidemment, il y a un point dans le milieu qui n'a pas été touché. Alors, souvent, les gens finissent par faire le point 1, 3, ils croisent, ils vont chercher le point 7, je pense, ensuite ils remontent à 1, puis ils vont. Et ça marche pas, on n'arrive pas à tout couvrir tout ça. Alors, la règle qui nous a été donnée, les lois, si on veut de ça a été... Il ne faut jamais soulever le crayon du papier. Il faut que ce soit en ligne continue, que ce soit 4 lignes. Alors, la seule façon de couvrir tout, c'est si on dépasse le 3e point et on va à l'extérieur du cadre, on vient chercher 2, tu dépasses du cadre, tu remontes. Ça n'a jamais été dit dans les règles qu'on n'avait pas le droit de dépasser du cadre. Et moi, ça, c'est comme si j'ai compris ce qu'on faisait chez Ex Machina, que c'est très souvent en création, on fait ce qu'on... Il y a quand même des lois dramaturgiques, il y a des façons de jouer les choses, des façons d'expliquer, les façons d'écrire les choses. Et on se rend compte qu'effectivement, on fait des choses assez conventionnelles avec le temps, parce que c'est ça qu'on nous a appris. Parce qu'il y a des règles, puis il faut les respecter, ces règles-là. Mais il y a aussi des règles qu'on s'impose qui n'existent pas. Et très souvent, c'est comme ça. Que ce soit en culture d'entreprise, que ce soit en création. Les gens, on dit, je peux pas aller là, mais tu peux pas aller là parce que personne n'est allé. Mais tu as le droit d'y aller. C'est-à-dire que pendant longtemps, je travaillais dans des groupes qui faisaient de la création, puis on avait une façon de procéder qui répondait bien aux structures déjà existantes. On essayait de suivre la recette. Moi, j'ai fait ça longtemps pour me rendre compte qu'on finit toujours par produire la même affaire, parce qu'il y a un moule qui existe, puis peu importe ce à quoi tu fais le gâteau, si le gâteau il est toujours dans le même moule, il risque de se ressembler. Alors je me suis dit, il faut peut-être briser le moule, il faut peut-être se permettre des choses qu'on se permettra pas autrement. Il faut pas juste que l'artiste se renouvelle puis change tout le temps sa façon de faire et de raconter des choses. Il y a aussi tout ce qui est autour de ça, toute la structure de production, tous les gens qui participent, que ce soit les gens qui travaillent à la technique, que ce soit les gens qui travaillent à essayer de financer, que ce soit les designers. Tous ces gens-là doivent changer leur façon de faire.
Et j'ai commencé à me libérer lentement de ces structures-là. J'ai commencé à imposer des façons de faire les choses, mais en même temps, bon, c'est de l'essai-erreur, là. Ça, je n'ai pas découvert ça du jour au lendemain. On s'est rendu compte que si on changeait la structure de production, si on changeait la façon de répéter, si on changeait les horaires, si on se débarrassait de tout ça, puis on essayait si tu veux faire un spectacle en forme de poire, ben fais-toi un moule en forme de poire. Si tu veux faire un spectacle qui ressemble à une fraise, ben fais-toi un moule qui ressemble à une fraise. Habituellement, quand je pars un spectacle, je pars jamais sur un thème ou sur une histoire déjà écrite, tout ça. J'essaie toujours de partir sur une chose qui va nous amener à jouer. C'est-à-dire que, bon, ben, je dis, OK, on fait un spectacle, comme là, je m'en vais en Allemagne faire un spectacle, ça s'appelle House, H-A-U-S, la maison. Bon. Alors, c'est quoi une maison? La maison, elle vient pas avec des discours politiques, elle vient pas avec des opinions, elle vient pas c'est très neutre, bon, puis on va jouer à explorer les différentes pièces de la maison, puis chercher les conflits à l'intérieur de ça, puis à un moment donné, ça va donner un spectacle qui va être très politique, qui va être plein d'idées, plein de thématiques, tout ça. Ça viendra à la fin. Bon, au départ, on commence pas là. On commence toujours par une chose extrêmement qui nous invite à jouer, qui nous invite à faire de l'exploration, à improviser, à essayer des choses, à se tromper. Et à un moment donné, cette espèce d'esprit ludique-là finit à un moment donné par devenir sérieux. Après, je dirais 3 semaines, 4 semaines, on commence à faire des structures, on commence à dire, ben, l'histoire, comment l'histoire s'articule, où est-ce qu'on veut en venir avec ça. Et à un moment donné, il y a un sens qui se greffe à ça, et ça devient extrêmement précis et concret, mais à la fin. Pas au début. Parce que quand c'est au début, ça t'étrangle, ça t'empêche d'être créatif. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup dans cette façon de travailler. Je me rendais compte que si on suivait l'œuvre, plus que de suivre la machine de production, elle nous amenait à un endroit qui n'était pas prévu et que là, on était tous émerveillés, on était autant surpris, nous les artistes, que le spectateur. Et ça, c'est toujours un peu ce que je cherche, à laisser l'œuvre se trouver elle-même, évidemment en étant bien guidée, en étant bien structurée. C'est que chez nous, il n'y a pas de hiérarchie. Souvent, il y a toute la hiérarchie il y a l'auteur, ensuite il y a le metteur en scène, ensuite on fait venir les acteurs, les concepteurs, puis bon, éventuellement on répète, puis à un moment donné, les techniciens arrivent à la fin. Nous, tout le monde est là jour 1, parce qu'il n'y a pas de spectacle. On ne compartimente pas les départements. Tout le monde est là, tout le monde ne sait rien, puis on part de notre ignorance, puis éventuellement, il y a des choses qui priment et qui ressortent et qui... Bon, mais pour ça, il faut être un bon conciliateur. Il faut bien connaître les gens avec qui on travaille. Il faut bien exploiter les gens avec qui on travaille aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des qualités, des talents particuliers. Il faut que tu t'assures que ça trouve une place pour s'exprimer. Ce qui fait que les spectacles ont l'air souvent être faits sur mesure pour les personnages, mais c'est sûr, les comédiens, c'est eux qui ont créé la chose. Ça vient d'eux. Les gens sont toujours étonnés comment je fais pas de distribution, comment je fais pas d'audition, par exemple. C'est des gens ça fait longtemps que je veux faire un travail avec elle, ça fait longtemps que je veux travailler avec lui. Il y a des non-acteurs, parfois, ils se retrouvent à jouer dans les spectacles. C'est beaucoup par la qualité des gens, par l'intelligence des gens, mais aussi les gens qui ont du potentiel, qui ont des choses à dire, des choses qu'ils veulent essayer, des gens qui sont à un moment dans leur carrière où ils sont un peu... en remise en question, parce que bon, ils font tout plein de grands rôles au théâtre, puis ils font comment ça se fait que je suis pas heureux, comment ça se fait que je m'exprime pas. Alors, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qu'on soupçonnerait pas, là, qui sont de bons comédiens, mais qui se retrouvent dans ça. Alors, très souvent, les acteurs, au début, sont très insécures, mais à un moment donné, avec le temps, ils aiment ça. Ils aiment la liberté qui vient avec ça, et tout à coup, ils se mettent à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, dans un contexte traditionnel, classique. Et ils découvrent des facettes, des choses, des personnages qu'ils avaient en eux, des choses qu'ils avaient à dire, qu'ils savaient pas qu'ils avaient. Le metteur en scène aujourd'hui, c'est toujours celui qu'on pense qui va dire « Tu me suis, je vais te faire jouer, je sais où je m'en vais. » C'est ça. Moi, c'est exactement le contraire. Je dis « Je sais pas ce qu'on va, mais fais-moi confiance. » Tu sais, je sais pas. Puis à un moment donné, comment tu peux dire ça? On va le trouver ensemble. Parce que j'ai confiance à ça. J'ai confiance au processus. Je suis exactement le contraire de l'image qu'on se fait d'un metteur en scène. Parce que le metteur en scène, c'est celui qui dirige, puis celui qui décide, puis celui qui a une vision. Puis moi, malheureusement, j'ai pas ça. Mais je trouve ça admirable, quelqu'un qui fait ça aussi. Là. C'est-à-dire qu'il y en a des bons metteurs en scène là, qui font ça. Mais moi, c'est pas mon parcours.
moment donné, on s'est mis à changer comment on utilisait le temps. Et ça, je pense que c'est un élément très, très, très important. Comment on utilise le temps. Donner un exemple, si il y a une production qui est développée pour un théâtre institutionnel à Québec ou à Montréal, on va vous donner plus ou moins 8 semaines de répétition, plus ou moins 10 semaines de répétition. Il y a une règle de l'Union qui parle de 110 heures de répétition. Enfin, il y a une sorte de standard, tout ça. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise exactement ce nombre de semaines-là, ce nombre d'heures-là, mais on les met pas on fait pas tout ça tout d'un bout. On divise ça en étapes. On commence par faire une rencontre qui dure 5 jours. Ensuite, on perd les gens de vue pour 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ensuite, on se revoit, on fait 2 semaines. Ce qui fait qu'à un moment donné, les étapes de travail, ce sont de courtes périodes de travail on a étiré dans le temps, puis on s'est donné le temps. Et ça, je pense, c'est une des recettes de ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire plusieurs spectacles, mais étalés sur plusieurs années. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que ça laisse vraiment le temps de réfléchir entre les étapes. Ça laisse le temps aux gens aussi de faire de la recherche, de penser à ce qu'ils font. Et il y a toute une partie du travail qui est un peu intangible, là, qui est tout le subconscient qui fonctionne. C'est sûr que oui, on a de bonnes idées, puis on a de bonnes idées originales, puis on est bien fiers de nous autres, mais il y a une grande partie du travail qui est faite par l'inconscient. On a une partie de nous, et quand je dis nous, j'inclus les artistes, les acteurs, tous les concepteurs qui travaillent sur les spectacles, on se laisse du temps entre le temps. Et ça, c'est super important, et on a confiance que la prochaine fois qu'on se revoit, si ça fait 5 jours qu'on se voit, la prochaine fois, ça sera pas un 6e jour, ça va être un 20e, un 30e jour, parce qu'il s'est passé tellement de choses entre-temps, concrètement, soit en faisant de la recherche ou de façon complètement inconsciente. Le subconscient, lui, a réglé les choses. Il a assimilé, il a digéré les informations. Mais ça, il faut faire confiance à ça, il faut y croire, surtout. Une œuvre, ça commence vraiment à s'écrire. Le soir, on commence à le jouer. Souvent, une première au théâtre, c'est une guillotine. Alors, on fait la première, puis c'est un bon spectacle, c'est un mauvais spectacle. Mais ça ne bougera pas. La guillotine est tombée. Mais moi, je dis non, c'est pas une guillotine. La première, c'est le premier soir où tu t'es en dialogue avec le public et le public te dit c'est quoi ton spectacle. Et là, il faut que tu aies le courage de le réécrire, de le changer tout le temps jusqu'à une certaine perfection où ce que tu changes à peine à la fin des choses. Même une très mauvaise critique, on peut être d'accord ou pas avec la critique, mais on prend pas ça comme une gifle. On dit, ah bon, OK, donc la personne là n'a pas senti telle chose qu'on voulait dire. Donc, alors, on mange tout. Et on réinjecte tout. Alors, c'est sûr que si nous, on faisait un spectacle, on crée un spectacle à Montréal, puis que le spectacle n'est pas bien reçu, on vend pas de billets, tout ça, le spectacle peut mourir là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est coproduit par des festivals de théâtre un peu partout dans le monde, on fait des coproductions avec d'autres gens, ce qui fait que le spectacle tourne beaucoup. Alors, même s'il était un échec le soir de la première, il continue d'évoluer. Chaque représentation est une occasion de revisiter, de répéter, de réécrire. Et souvent, les spectacles reviennent après 2, 3 ans et ils sont en très bonne forme. On avait fait les 7 branches à Verota, qui aujourd'hui est un spectacle de 7 heures, mais quand on l'avait créé, à Édimbourg, pour le Festival d'Édimbourg, c'était 3 heures, 3 heures et demie. Et qui croyait, c'était plein de potentiel, mais c'était une catastrophe comme spectacle sur la première. Alors, ce qui fait que tous les journalistes de Londres sont montés voir le spectacle, et là, évidemment, on s'est fait dire, c'est mort, Ex Machina, oubliez ça, Robert Lepage, c'est fini, tout ça. Donc, OK, parfait. 3 ans plus tard, on jouait à Londres, le même spectacle, là, il durait 7 heures, et le même cercle de critiques, on devait choisir au 20e siècle parmi les 10 meilleurs spectacles, et on faisait partie des 10 meilleurs spectacles. Très souvent, il y a des standards, il y a des recettes, il y a des façons de faire les choses. Par exemple, si on a eu un grand succès avec un spectacle ou avec une production, on essaie d'étudier c'est quoi la recette, qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et on essaie de reproduire ça. Et très souvent, ça ne marche pas. C'est parce qu'il manque, c'est la mise en danger. C'est-à-dire que si tu as fait quelque chose d'original, il y a de fortes chances que tu n'as pas suivi la recette exacte du dernier succès. C'est-à-dire que tu as vraiment tenté une chose différente, tu as vraiment pris un risque. Et ça, c'est difficile. On est toujours dans une espèce on ne veut pas prendre de chance, on veut pas... ce qui fait que la mise en danger, c'est toujours très, très important. Pour faire quelque chose de nouveau, d'original, il faut qu'il y ait une mise en danger.
Alors, c'est sûr que nous, notre contexte est un petit peu plus confortable pour prendre des chances parce que on considère jamais la première d'un spectacle comme un point final. Donc, si c'est tout croche, on va se reprendre. Ce qui fait que ça demeure une mise en danger. On a osé essayer quelque chose. Éventuellement, les réponses vont se trouver. Et moi, je remarque que la plupart des choses que j'ai produites ou que certains amis ont produit, qui ont été de grands succès, qui ont été des choses qui se sont démarquées, c'est le résultat d'une mise en danger. Et c'est difficile dans une culture où on nous apprend à pas prendre de chance, on en a rendement, on fait, bon, d'accord, mais c'est toujours plus excitant quand ça t'amène à quelque part que tu n'avais pas prévu. Je dis aux jeunes qui commencent dans les écoles, si je fais une conférence, je leur dis, ça se peut qu'après une couple d'années, tu te décourages parce que tes affaires ne marchent pas ici. Peut-être que ton public est ailleurs aussi. C'est drôle. Moi, il y a une chose que je dis souvent qui choque les professeurs quand je fais des conférences dans l'École nationale de théâtre. Souvent, je dis, à la fin, je dis aux étudiants, pendant que vous êtes à l'école, il faut vraiment écouter ce que les professeurs vous enseignent. Absorber tout ce que vous pouvez absorber, mais absorber, là, c'est le temps de le faire. Et quand vous serez sorti d'ici, oubliez ça, tirez tout ça d'un vidange, puis faites votre affaire. Et moi, j'ai été trop longtemps, pendant, je pense, 7 ou 8 ans, trop longtemps, j'ai essayé de plaire à un prof qui m'avait enseigné. Ce qui fait que je faisais des choses correctes, bien, mais je n'avais pas trouvé ma voie. Et c'est vraiment quand j'ai fait, bon, c'est fini, et que là, ça a fonctionné, ça a marché, et que ce prof-là est venu voir le spectacle et dit, bon, enfin.